Si vous nous choisissez que maintenant vous regardez, regard croisé sur New World Info 1 sur le plateau. Depuis quelques instants, Firmin Teko Agbo, journaliste, chroniqueur politique, Horus Donkovi, activiste panafricain. On est finalement rejoint par Chris Ega, doyen, bien sûr, bonne arrivée. Merci, je dis bonjour ou bonsoir aux confrères, bonsoir à toi-même, bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs. La circulation a été un peu... Oui, bon, enfin, c'est vrai, j'aurais pu venir un peu plus tôt, c'est vrai. Je rappelle qu'il est le patron du journal Express Info et puis Début. La première partie, nous parlons bien sûr de coronavirus qui fait parler de lui à travers le monde entier. Un peu ces chiffres horribles qu'on a enregistrés en Europe, puis en Asie. Cette fois-ci, on va s'intéresser à la question en Afrique, puisque c'est le sujet. On va essayer de circonscrire ça sur le continent africain. Le Burkina qui a enregistré le premier décès lié à coronavirus. Il s'agit bien sûr d'une députée de 62 ans. Et on a lu le tweet du président Roch Christian Kaboré qui présente bien sûr ses condoléances et qui appelle à l'union pour pouvoir venir à bout à ce virus-là qui fait mal à travers le monde et particulièrement en Afrique. Horus, vous avez la parole. Oui, alors... Vous parlez de quelques méthodes devant prévenir... En fait, c'est pas des méthodes. Pour moi, c'est l'analyse critique que je fais de la situation africaine. Elle est décriée comme, comment dirais-je, risquée. Bon, étonnamment par des gens qui ont beaucoup plus de décès et beaucoup plus de victimes que n'en a l'Afrique actuellement. Bon, alors on a l'impression qu'on fait un peu, comment dirais-je... des prévisions très alarmistes en ce qui concerne le continent africain. Alors, on peut effectivement les faire parce que, oui, on n'a pas le meilleur des systèmes de santé, c'est un fait. On n'a pas l'expertise, ne serait-ce qu'au niveau du dépistage, on n'a pas un certain nombre d'atouts financiers, c'est un fait aussi. Par contre, il y a des choses qui sont possibles, à mon sens, au niveau de la, de la prévention. L'antiseptique, l'organisation, un certain nombre de disciplines sont possibles au niveau de l'Afrique. Le fait de revoir un certain nombre de choses qui sont de nous, qui flirtent avec la tradithérapie, qui flirtent avec notre manière de consommer, notre rapport aux produits qui nous sont propres, comme les aliments que nous avons de façon naturelle. Oui, cela est une force. Après, dit comme cela, ça peut paraître fin, ça peut paraître, comment dirais-je, fragile. Mais on peut se souvenir que quand, par exemple, il s'agit de traiter des gens qui ont un problème de système immunitaire, comme je le disais tout à l'heure, on va utiliser des plantes comme le moringa, on va utiliser des plantes comme la spiruline. Le mil, le maïs, le mil, le millet et le fonio sont reconnus comme nettement plus nourrissants que le maïs. Nos plantes, il y a un certain nombre de plantes que l'on consomme au quotidien qui sont réputées pour avoir des propriétés curatives. Donc, il y a beaucoup plus de sens à aller prendre du jus de bissap. Alors, en Afrique de l'Ouest, le jus de bissap, c'est un jus. En Afrique centrale, le jus de bissap, on s'en sert pour booster le sang des drépanocytaires. La phrase dite généralement, c'est « ça donne le sang ». C'est une tisane. Donc il y a plus de sens à aller prendre du jus de bissap, du thé de quinqueliba, de la citronnelle, que aller prendre un thé bourré d'engrais avec, comment dirais-je, des substances, des perturbateurs endocriniens, ou aller se ruer en pharmacie pour aller prendre des multivitamines, ou aller... Parce que le problème qui se pose, c'est que même dans les traitements qui sont proposés, que ce soit au niveau de du paracétamol et de la chloroquine, pour les plus illustres qu'on nous décrit, mais vous ne pouvez le prendre que pendant un temps. Mais en Afrique, nous avons la chance d'avoir au niveau de nos pères, au niveau de nos grands-pères, des substances qui, de façon courante, de façon quotidienne, simplement parce qu'il s'agit de discipline, simplement parce qu'il s'agit de choses qui nous sont très communes, nous préservent, nous entretiennent, nous boostent nos systèmes immunitaires. Nous sommes le continent que tout le monde a exporté parce qu'on nous prêtait des propriétés de résistance face à certains fléaux.
Donc je pense qu'il y a un moment, je pense que la prévention est possible. Si les gens n'ont pas, et j'aurais voulu par exemple que le gouvernement axe ses recherches sur cela. Si nous ne pouvons pas avoir du gel hydroalcoolique, nous pouvons avoir des seaux javelisés devant chaque maison, au portail de chaque maison, parce qu'en réalité nos femmes font du javel, et le sachet de javel c'est 25 francs. C'est 25 francs. Nos femmes savent faire du savon. On n'est pas condamné à exporter du savon. Donc dire par exemple qu'on ne peut pas faire de la prévention, c'est faux. Nos salutations traditionnelles font fi du contact de main. Donc il y a des choses qui sont possibles. Si par exemple, vous avez, à mon sens, une alimentation, à mon sens, qui est basée sur de la nourriture faite de chez nous, sans apport extérieur. Oui, après, ça a forcément des répercussions économiques parce que le paysan, il trouve son compte. C'est pour ça que je dis, il y a quelque chose peut-être à saisir dans ça. Si on a une alimentation basée sur les choses de chez nous, sur les rizières de chez nous, sur la feuille de baobab, sur la feuille de haricot, sur des choses qui mondialement sont réputées comme étant riches en vitamines, comme étant des boosters, comme étant, des choses qui apportent en protéines, en vitamines. Mais pourquoi ne pas le faire? C'est une occasion à saisir. On va écouter. Et je pense qu'il ne faut pas rester il ne faut pas rentrer dans le piège alarmiste d'une Afrique dénuée de tout, qui devrait attendre savamment que le coronavirus vienne le ramasser. Non, absolument pas. On va écouter également Chris Sega sur la même question. On a vu comment ça a commencé timidement en Chine, à travers le monde. Maintenant, on parle d'Italie, l'Iran, la France, l'Espagne. L'Afrique n'est pas épargnée. Et finalement, on a enregistré un décès lié au coronavirus. Il s'agit bien sûr de cette députée-là qui est burkinabé, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Oui, je crois que mon frère... Donc, comme il est allé très loin déjà dans le sujet, je crois que maintenant nous sommes dans la matière curative et je crois que c'est là où la question se pose de façon urgente. Maintenant, comment allons-nous procéder pour endiguer le mal là, surtout permettre à ce que cela ne se propage pas en Afrique où nous avons un système sanitaire qui ne nous permettra sans doute pas de faire face à la pandémie. Vous voyez déjà comment ça se passe en Europe, en France, en Italie notamment, qui sont des pays très avancés en matière de soins et qui pourtant n'arrivent pas à endiguer le mal. Et si jamais cela arrivait en Afrique, c'est justement la question qu'on se pose. Et lorsqu'on commence à enregistrer, et oui, c'est déjà là, on espère que ça ne va pas aller au-delà de ce qu'on constate en ce moment. Maintenant, la dame qui est morte au Burkina, la question de savoir où est-ce qu'elle a contracté le virus. Si c'est à l'extérieur, ça voudra dire que peut-être que ça peut se limiter encore à elle, mais si c'est sur le sol burkinabé, je crois que ça voudra dire que quelqu'un d'autre est déjà atteint ou bien qui s'est caché quelque part, qui ne s'est pas déclaré, parce que en Afrique, vous savez, le mal, quand ça commence comme ça, parfois, on peut dire que c'est de la sorcellerie, ça vient d'une tante ou bien de quelqu'un d'autre qui vous en veut. Au lieu de courir rapidement à l'hôpital, on va tourner, répandre le mal autour de soi. C'est surtout ce que nous sommes en train de craindre. Si la dame qui est montée au Burkina n'a pas contracté, peut-être a contracté le virus à l'extérieur, ça, c'est un peu rassurant. Mais il faut surtout pas que ce soit sur le sol burkinabé, sinon c'est sûr que quelqu'un est déjà décédé de ça. Ce n'est pas forcément l'enregistrement c'est pas un mort, c'est pas le premier mort. Maintenant, ce que nous pouvons faire, c'est que là où moi je voudrais aller par ailleurs, c'est dire que lorsqu'on parle de confinement, lorsqu'on parle d'interdiction des regroupements de plus de 100 personnes, en ce qui concerne le Togo, ailleurs, je crois que c'est même 50 personnes, en Côte d'Ivoire, je crois. Oui. Et ici, on ne parle pas encore de l'interdiction des stades de classe, et puis je sais pas comment ils vont en être pour les élèves. Au Togo? De toute façon, parce que lorsque je parle du Togo, il est dit que... Oui. Parce que moi, je viens de voir déjà les maires des communes qui sortent des
des communiqués comme quoi, à partir de demain 19, on interdit les marchés ne doivent plus s'animer. Oui, je viens de lire ça, même en entrant en studio, qui ont sorti, qui veulent appliquer ce que le gouvernement a décidé. Est-ce que c'est possible, tout cela? Oui, et pourtant, c'est et puis il est mis justement sur en bas du communiqué que tout contrevenant à la je s'expose à toute la rigueur de la loi. Et ça fait un peu sourire. Et justement, les gens se posent la question de savoir, mais et les églises? Et les églises? Voilà. Et puis, vider, et vous imaginez ce que ça veut dire lorsque il y a des maires déjà qui paniquent et qui font ces interdictions-là qu'à partir de demain, c'est demain le 19 je crois, et qui estiment que les marchés ne vont plus s'animer à partir de demain, et les regroupements de plus de... Alors que dans les salles de classe, on a quand même, dans certaines salles de classe, plus de 100 élèves. Maintenant, et les marchés. Maintenant, quelles sont maintenant les conséquences d'ordre économique lorsque les marchés vont se vider, lorsque nous ne pouvons plus avoir accès au marché pour acheter tel ou tel produit dont nous avons besoin quotidiennement pour gérer pour gérer la vie au quotidien. Je crois qu'il y a sujet, il y a matière à réfléchir, et que je crois que le gouvernement doit réfléchir encore un peu plus sur, ou bien rendre encore plus élaborées les mesures qui ont été prises et voir quelles sont les mesures qui sont pratiques, qui peuvent être prises, qui peuvent être pratiquées sans que cela porte atteinte durablement à l'économie, et surtout sans que cela porte préjudice à la gestion quotidienne des ménages. Par exemple, lorsqu'il faut sortir pour acheter dans les marchés, etc., je crois que nous avons à réfléchir par deux fois à tout ce qui se dit autour comme interdiction autour de ce virus-là. Le coronavirus. Firmin Tinkwagbo, vous suivez également l'actualité, tout comme nous autres également. On voit un peu les dispositions qui ont été prises de l'autre côté du Burkina Faso, et finalement, dans la foulée, une dame qui est décédée. À quoi peut-on s'attendre dans les jours qui viennent dans ce pays et dans les pays frontaliers, bien sûr, au Burkina? Non, pour le moment, au Burkina Faso, le gouvernement n'interdit pas ou ne ferme pas ne décide pas de la fermeture des frontières. Parce que pour le moment, ce qui est constaté, c'est comme la propagation du virus, c'est au niveau d'une communauté à une autre. Pour le moment, on ne dit pas clairement que ça vient des frontières, c'est-à-dire des pays voisins et autres, et au niveau même des frontières. Quand on prend un peu le cas béninois, celui qui a apporté le mal au Togo, le mal au Bénin, c'est un Burkinabé d'origine qui, de retour d'un voyage, était passé d'abord par Burkina et puis atterrir au Bénin. Qui était en Belgique. Ouais, un peu en Afrique, quand on a un grand frère qui rentre au pays, une sœur. Il faut que tout le monde aille le dire bonjour. Non, ce sont nos habitudes quotidiennes. Maintenant, nous sommes dans une situation exceptionnelle. Comment faire quelles sont les mesures à prendre pour pouvoir endiguer le mal et éviter surtout que la maladie ne se propage? Parce que ce qui est important maintenant, c'est que comment éviter la propagation de la maladie. C'est ça qui est important. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà contracté la maladie. Maintenant, il faut stopper la propagation. Là, il faut briser la chaîne de la contamination. Parce que si on n'arrive pas à briser cette chaîne-là, je pense que ça va être tellement compliqué. Et on n'arrivera pas à trouver une solution fondamentale. Parce qu'on dit, oui, quand on te prend, on t'amène à l'hôpital. Mais si on t'amène à l'hôpital et du jour au lendemain, une autre personne contracte la maladie et après une autre personne, ça va être tellement difficile pour le continent africain. Parce que, d'abord, nos centres de santé qui sont défectueux et on n'a pas d'espace, on n'a pas de matériel. Regardez, Chris Ega dit quelque chose d'important. L'Italie, la France, ce sont des pays qui ont un système de santé très élevé, très poussé par rapport au nôtre. Et nous avons des centres de santé qui n'existent presque pas. Nous vivons dans une condition sanitaire tellement difficile. Si on n'arrive pas à stopper cette chaîne de propagation, ça va être tellement compliqué. Avec le Burkina Faso, regardez, c'est un pays qui traverse déjà une situation terroriste tellement difficile.
Et à ajouter à cela cette crise sanitaire, je me demande comment ils vont s'en sortir. Autant on prend des mesures pour lutter contre le terrorisme, il faut beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. Ils vont trouver de l'argent ou des moyens pour pouvoir faire face à cette épidémie à cette pandémie même, qui a déjà atteint plus de 26 personnes. Et 26 personnes, c'est à Ouagadougou. Maintenant, on vient d'apprendre que Bobo Dioulasso aussi a enregistré son cas. Donc, regardez comment ça va se passer. Maintenant, ce que nous, on pourrait proposer à ces pays, pour le moment, on ne peut pas fermer les frontières. Mais ce que moi je dis, donc, où les gens ne sont pas... Pourquoi on ne peut pas fermer les frontières? C'est ça qui amène... Oui, c'est-à-dire, moi je dis simplement, vous savez, quand Ebola a commencé, quand vous allez par exemple au niveau des frontières poreuses, au Togo, entre Ila Kondi, c'est le Bénin, Togo. Sanvi Kondi dans le Togo. Oui, et l'autre, Ghana, c'est à Plaou Lomé. Maintenant, il y avait des dispositifs qui avaient été placés avant de rentrer au Togo. Maintenant, on vous teste, on vous dépiste. Il y a des appareils, on met sur vous, on voit si notre température est élevée et là, on peut détecter le virus Ebola. Mais je pense que tout d'abord, au niveau des frontières, les mesures sécurité doivent être tellement renforcées. Quand vous descendez de l'avion, avant de rentrer dans le pays, on vous prend, on vous analyse debout et puis c'est comme ça. Si ces mesures ne sont pas prises, on va fermer toutes les frontières dans tous les pays. Mais comment le monde va vivre? Ça va être tellement compliqué. Bon, parce que c'est des milliards. C'est des milliards que le monde va perdre. Et les gens vont mourir et le monde va perdre des milliards. Mais ce qui est important pour le moment, c'est d'arriver à renforcer les mesures sécuritaires au niveau des frontières. Maintenant, au Togo, les gens disent, bien sûr, il faut... éviter interdire des rassemblements de plus de 100 personnes. Et il y a d'autres même qui proposent qu'on ferme les écoles. Regardez, vous voyez... On a lu quand même un communiqué il y a quelques instants de l'église presbytérienne du Togo qui dit qu'il n'y a pas le culte le dimanche. C'est à vérifier après au niveau du modérateur pour être beaucoup plus sûr de cette information-là, c'est vrai. Oui, l'église catholique aussi qui s'invite. Regardez, mais là, si on ferme les écoles, on demande aux gens de rester là. Donc ça peut être pour un temps, juste par exemple 2 semaines. Oui, maintenant, au niveau des marchés. Voilà, c'est pas possible. Mais les Togolais, regardez le SMIC. Le SMIC même, notre pouvoir d'achat n'est pas tout d'abord conséquent. Le Togolais vit au quotidien. Il sort le matin, au jour le jour. Il quitte le matin, il va chercher ça. C'est chaque jour qu'il cherche sa pitance. Maintenant, vous interdisez à la personne de sortir de chez elle. Non, mais c'est une situation qui s'impose à tous. La personne n'a pas dit, par exemple, la firme Tekwagbo ne sort pas. Là, on va mourir de faim. Sort. Mais c'est une crise sanitaire mondiale. Mathieu, regardez par exemple. On ne va pas quand même vous permettre de sortir pour mourir après. L'État quand même là, on va mourir de faim. Du bien-être de écoutez Mathieu, on vous interdit de sortir. Pourquoi? L'intérêt c'est quoi? Ne mourrez pas. Voilà. Pour ne pas mourir. Maintenant on dit restez chez vous pour mourir. C'est ça ce que vous souhaitez pour les gens au Togo? Non, parce que les gens n'ont pas d'argent. On va faire des distributions de vivres. Les gens n'ont pas assez de sous pour s'acheter des vivres. Et ils ne sont pas fait assez d'économies. Ils vont vivre de quoi? Mais le mieux, c'est de trouver un juste milieu pour pouvoir aménager un certain nombre de choses. Sinon, ça va être compliqué. On risque d'encore. Que faut-il faire face à la situation? On voit un peu ce qui se passe dans les autres pays de la sous-région. Le Burkina qui vient d'enregistrer un premier décès lié au coronavirus. Peut-être demain au Togo, on nous dira qu'il y a finalement un deuxième cas. Non, on ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas. Maintenant, que faut-il faire réellement pour bloquer une fois de bon la voie à ce mal qui décime les populations à travers le monde? Il faut déjà faire l'état des lieux. Déjà en termes de sensibilisation de la prévention, sur la prévention, le gouvernement est en retard. Parce qu'il y a des pays qui avaient commencé déjà à lancer des affiches de prévention bien avant. Le Bénin, en l'occurrence le Bénin, la Côte d'Ivoire et tout ça. Mais passons. Maintenant, il faut quand même avoir l'objectivité de l'état des lieux. Quand on parle de frontières, quand certains États africains disent « nous allons fermer les frontières », on ne peut pas fermer des frontières qui n'existent pas. Les frontières africaines, ce sont des frontières illusoires qui ont été mises pour faire chier les Africains eux-mêmes. Parce qu'au final, il n'y a que les gens de ce continent qui subissent les frontières africaines. Tous ceux qui sont
hors du continent africain n'ont pas de problème pour circuler en Afrique ou pour aller venir entre deux continents. La preuve, c'est que les premiers cas qu'on a détectés en Afrique venaient d'autres continents et ne venaient pas du continent africain. C'était à l'époque où on n'a pas fermé les frontières. Voilà, non mais que va-t-on fermer? Peut-on fermer? Il a conduit même la frontière du Ghana. On prend un Z ici, on est au Ghana. C'est impossible. Ah, si. Pas possible de Si, on peut fermer. On peut faire, mais ça peut avoir un effet. Bon, peut-être que je peux renchérir sur le sujet. On va lui permettre d'aller au bout de son argumentaire. Donc, déjà, je ne vois pas comment on peut fermer les frontières. Deux, on n'a pas l'expertise et on n'a même pas les moyens, à mon sens, techniques, je ne crois pas de façon quantitative, pour pouvoir dépister tous ceux qui potentiellement peuvent avoir le virus. C'est ça le problème. C'est que même au Togo, quand on dit qu'il y a un cas, c'est un cas officiel. Mais a-t-on les moyens de dépister d'autres cas pour savoir s'il existe au niveau du Togo d'autres personnes qui ont le coronavirus? Donc, à mon sens, oui, il peut être intéressant de calquer un certain nombre de décisions sur d'autres pays. Bon, nous allons fermer les avions qui arrivent, ainsi de suite et tout ça. C'est intéressant. Mais je pense que ce qui aurait été plus pertinent, c'est de s'intéresser à plusieurs corps de métier, de s'intéresser aux corps de métier par secteur et de voir comment on peut réorganiser le quotidien des Togolais. Je vais donner un exemple qui peut paraître banal. Nous avons nos marchés, c'est vrai. Mais traditionnellement, nous avons nos vendeurs et nos vendeuses ambulantes. C'est traditionnel. Le vendeur de pain avec son caisson qui se promène de maison en maison, c'est traditionnel. C'est pas l'Occident qui nous apprend ça. Ou bien la vendeuse de condiments qui se promène de maison en maison, c'est traditionnel. C'est pas quelqu'un qui nous l'apprend. Qui va risquer sa vie, aller de maison en maison quand il y aura peut-être confinement? Non, il faut faire attention. C'est là où il faut revenir à ce qui est dit par rapport à la transmission du coronavirus. C'est le contact qu'il ne faut pas. C'est ça, c'est le contact qu'il ne faut pas. Mais actuellement, si on prend ceux du marché, si on prend un certain nombre de choses qui traditionnelles sont de nous, si on prend l'expertise de la jeunesse togolaise, parce que c'est la jeunesse togolaise qui fait des livres-rooms, c'est la jeunesse togolaise qui fait Gozem, c'est la jeunesse togolaise qui actuellement fait du service de livraison de nourriture, de condiments et tout ça, qui peut faire du service de livraison de produits pharmaceutiques. Il faut voir tous ces gens-là. Si on peut avoir des gens qui peuvent livrer des médicaments sur des personnes en restreignant, c'est possible. Mais il faut voir tous ces acteurs-là. Si par exemple, on sait, je donne un exemple, je vais m'arrêter avec celui-ci. Oui. Si par exemple, vous dites demain que vous allez, restreindre ce qui se passe au niveau des taximans en termes de surcharge et ainsi de suite, mais il va falloir que les gens se déplacent. Il faut que vous ayez voir les émigrants. Comment vous les organisez? Les écoles, comment vous les organisez? Voilà. On dit, Chris Ega, 7 nouveaux cas ont été enregistrés au Burkina Faso, ce qui porte le nombre de malades à 27, dont 15 femmes et 12 hommes, a-t-il souligné le premier responsable qui s'occupe bien sûr de cette cellule-là, de riposte de coronavirus. On voit un peu ce qui se passe de l'autre côté. 17 personnes déjà. Oui. Le Togo est juste à 1 centimètre du Burkina. Oui, je crois que le POUF, tout à l'heure, on disait que les frontières, on ne peut pas les fermer. C'est vrai que si on peut les fermer, tout simplement, il suffit seulement de prendre l'arrêté de dire que telle frontière au FM, parce que déjà, quand les voitures ne passent pas, ça veut dire qu'on va limiter au moins le flot. C'est déjà une façon de faire, parce que si on peut, si avec les voitures, on peut, les gens sont peut-être 1000 ou bien 500 passer la frontière. Quand si on interdisait déjà, ça peut diminuer notablement le flot, le flot. Et puis maintenant, et c'est vrai que ça, il y a un autre risque lié à la chose, c'est que les gens utilisent maintenant les voies détournées pour entrer, et là, ce n'est plus sous contrôle. Et c'est ça.
Voilà. Et c'est ça, maintenant, c'est que les entrées clandestines vont augmenter en nombre et c'est justement par là que le mal peut entrer. Et je crois que peut-être, au lieu de fermer tout simplement les frontières, peut-être renforcer le contrôle aux frontières, mais déjà, peut-être, la frontière au Togo-Burkina, au moins déjà prendre des mesures d'urgence qui ferment la frontière ou bien qui renforcent le flot peut-être au niveau de Saint-Cassé. Au niveau de Saint-Cassé, parce que là, c'est déjà alarmant au Burkina. Donc, il y a des mesures urgentes qu'il faut prendre là, au moins pour faire en sorte que les gens n'entrent plus comme ils le faisaient, rendre au moins difficile entrer sur notre territoire, comme ça, permettre de retenir les gens de l'autre côté par le contrôle et puis en renforçant le contrôle sur les petites voies d'accès qui passent par les brousses. Je crois que, donc, comme il a dit, on en a plein, mais c'est-à-dire, là, c'est que pour qu'on débloque, par exemple, des milliards, par exemple, le Ghana en a débloqué, le Togo en a débloqué aussi un peu à la mesure de sa bourse quand même. C'est pour cela qu'on dit que c'est l'exercice, la pratique de ces contrôles-là, ça va susciter des moyens. Il faut en mettre, parce qu'il vaudrait mieux mettre des moyens en amont que de vouloir chercher à contrer le mal en aval lorsque c'est déjà répandu. Donc, ce qu'on peut faire maintenant en termes de coûts pour prévenir le mal, il vaudrait mieux débourser tout de suite, ne serait qu'à s'endetter pour le faire, parce que on attend de dire qu'on va chercher les moyens pendant longtemps. Je crois que la pandémie va encore se répandre davantage. En 30 secondes, puisqu'on va marquer la pause. Sur ce que j'ai dit tout à l'heure, moi, ce que je dis et je propose, c'est que, comme on avait fait pour Ebola, il faut mettre au niveau des frontières des dispositifs. Un contrôle. Voilà, un contrôle sévère, rigoureux. Voilà. Et là, ça va beaucoup plus aider quoi. Parce que quand vous avez la maladie, tout de suite, on dépiste et maintenant, on vous isole. Ça va ralentir le flot en plus. Ça va ralentir le flot. Il y a un ami qui me disait ce matin que lui, il a envie d'écouter le chef de l'État togolais sur la question, parce que quand il avait pris le devant avec cette affaire d'Ebola, c'était calmé. Pourquoi on aurait bien voulu le voir Macky Sall a fait de la publicité. Macky Sall a fait de la publicité. Pour Macky Sall, c'est juste pour animer un peu. On se dit que nous n'avons qu'un seul cas, peut-être c'est pour cela que le chef d'État ne sait pas encore prononcer. Ah, il doit se prononcer. Mais il doit se prononcer. Il doit nous sauver. Une urgence sanitaire, il doit se prononcer. On vous attend. Mesdames et messieurs, on va devoir marquer la grande pause. On revient dans une dizaine de minutes pour parler d'autres sujets. Il n'y a pas que coronavirus. Bien sûr.